Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler d'un type de données bien particulier et très pratique, les listes. Avant de vous parler des listes, je dois vous parler du concept plus général de conteneur. Il arrive parfois qu'on ait à gérer beaucoup de données d'un même type. Par exemple, si vous gérez l'ensemble des notes de la classe. Si vous avez 30, 40 ou 50 élèves, eh bien ça fait 30, 40 ou 50 notes à gérer, vous n'avez pas utilisé une variable pour chacune d'elles. De même, si vous devez gérer les salaires de votre entreprise, ou si vous vous intéressez aux 100 prénoms les plus donnés en France en 2017 par exemple. Dans ces cas-là, bien sûr, vous n'allez pas utiliser une variable pour chaque donnée, car la manipulation serait beaucoup trop fastidieuse. À la place, vous allez utiliser des conteneurs. Qu'est-ce que c'est qu'un conteneur? C'est tout simplement un type de données qui peut contenir plusieurs données. Alors, pourquoi utiliser des conteneurs? Plusieurs avantages à cela. D'abord, ça permet de regrouper plusieurs données associées sous un même nom. Si je reprends mon exemple des notes de ma classe tout à l'heure, au lieu d'avoir note 1, note 2, note 3, etc., j'aurai juste une variable note avec un S qui contiendra toutes mes notes. Également, c'est plus pratique pour la manipulation. Si justement je veux faire la moyenne de mes notes, je n'aurai pas à faire note 1 plus note 2 plus note 3. Je pourrais faire la somme directement de tous les éléments de mon conteneur et diviser par le nombre d'éléments de mon conteneur, ce qui est beaucoup plus rapide. Ensuite, ça permet de diminuer le nombre de variables à nommer parce que c'est pas pratique d'avoir note 1, note 2, note 3, note 4, etc. Et enfin, c'est beaucoup plus pratique quand on a justement beaucoup de données à transmettre à une fonction, de lui fournir un conteneur plutôt que autant de paramètres séparés. On a deux catégories de conteneurs qui sont très utilisés. La première, ce sont les conteneurs séquentiels. Les données sont stockées à la suite dans un ordre précis. On a un élément 1, un élément 2, un élément 3, etc., etc. Et on connaît chaque élément, on accède à chaque élément via justement sa position. Je veux le premier élément, le deuxième élément, le troisième élément, etc., etc. D'un autre côté, nous avons les conteneurs associatifs que nous verrons plus tard. Là, il n'y a pas d'ordre de position précise. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si on a ou non tel élément qui est contenu et potentiellement lui attacher une valeur associée. Les listes auxquelles nous nous intéressons aujourd'hui sont des conteneurs séquentiels. Donc voyons plus en détail ces conteneurs séquentiels. Alors, si on considère qu'une variable, c'est un petit peu comme une boîte dans laquelle on met une valeur, qui peut changer au cours du temps, eh bien un conteneur, ce sera une plus grosse boîte qui contient une suite de boîtes numérotées de 0 à n-1, qui contiendront chacune une valeur. Un petit peu de vocabulaire, le nombre de boîtes est appelé la taille du conteneur. C'est le nombre d'éléments que le conteneur contient. Chaque boîte de notre conteneur est appelée une case. Et le contenu d'une boîte du conteneur est appelé un élément du conteneur. Enfin, le numéro associé à chaque case est son indice. La première case est d'indice 0, il faut faire attention. En programmation et en informatique de façon générale, on a tendance beaucoup à numéroter à partir de 0 et non pas à partir de 1. Donc ça peut être un petit peu confus au début. On a en Python principalement deux types de conteneurs séquentiels. Il en existe d'autres, mais principalement on utilise les deux suivants. Les listes modifiables, qu'on va voir aujourd'hui, et les listes non modifiables, les tuples. Rentrons enfin dans le vif du sujet avec le type qui nous intéresse aujourd'hui, les listes. Donc le type liste, sans E, permet de représenter une liste modifiable en Python. Modifiable, ça veut dire que après sa déclaration, je pourrais ajouter ou supprimer des éléments ou modifier la valeur des éléments déjà présents, ce qui n'est pas le cas avec un tuple, par exemple, que l'on verra plus tard. Comment déclarer une liste en Python? Eh bien, il y a deux solutions. Soit vous connaissez déjà les éléments que vous voulez mettre, il n'y en a pas trop, et dans ces cas-là, vous allez utiliser des crochets, et à l'intérieur de ceux-ci, vous allez mettre vos valeurs séparées par des virgules. Si vous voulez faire une liste vide, vous ferez des crochets sans rien dedans. Alternativement, on peut initialiser notre liste avec un autre itérable. Je vous rappelle ce qu'est un itérable, c'est tout bêtement n'importe quelle entité qui peut fournir une succession d'éléments. On l'avait vu quand on avait vu la boucle for. Donc on connaît comme itérable par exemple les chaînes de caractères ou la fonction range. Et également les listes sont elles-mêmes des itérables. Donc comment je fais dans ces cas-là? J'utilise la fonction list. La fonction list sans paramètre vous fera une liste vide.
Si vous lui mettez un itérable en paramètre, eh bien chaque élément de cet itérable sera stocké dans votre liste. Par exemple, si je fais liste avec en paramètre une autre liste, ça va m'en faire une copie. Si je mets en paramètre de liste une chaîne de caractères, ma liste sera initialisée avec chaque caractère de cette liste. Amusons-nous avec ce que l'on vient de voir. Alors, j'ai ouvert une console Python et on va s'amuser à créer quelques listes. Donc, une liste vide, je peux le faire avec des crochets. Ok, des crochets sans rien, ça marche. Je peux également avoir le même résultat si j'utilise la fonction list sans paramètre. Maintenant, si j'ai envie d'avoir une séquence d'entiers. Alors, si ma séquence d'entiers n'est pas très grande, par exemple 1, 2, 3, je peux créer directement avec les valeurs 1, 2, 3. Mais si je commence à avoir, allez, on va dire 15 valeurs, ça va commencer à devenir beaucoup trop. Si j'ai envie d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, je ne vais pas m'amuser à les écrire à la main. On peut se rappeler que donc on a list qui va accepter en paramètre un itérable, et dans les itérables qu'on connaît, on a range. Eh bien, ce qu'on va faire ici, regardez, c'est list, je prends range. Range va me fournir tous les éléments d'un range que je lui demande. Donc, j'ai qu'à dire, je commence à 1, je m'arrête avant 16, et j'aurai bien les éléments qui m'intéressent. Hop, très pratique. Alors, là, pour le moment, j'ai utilisé que des entiers, mais bien sûr, rien ne vous empêche de mettre des chaînes de caractères, par exemple. Names est égal à, par exemple, Ben, Bob et Zeri. Hop là. Rien ne vous empêche même de mettre d'autres listes à l'intérieur des listes. Je peux très bien faire une liste qui contient une liste elle-même et une deuxième liste. Et ainsi de suite. Je peux également mettre des éléments de type différent. Mais ça, on va éviter parce que, vu que chaque élément est manipulé de façon différente, chaque type est manipulé de façon différente, je ne manipule pas un entier, par exemple, comme je manipule une chaîne de caractères, je vais éviter d'avoir un mélange de tout ça. Hein, c'est comme souvent, vous imaginez, vous avez un paquet de gâteaux, au milieu, vous n'allez pas vous retrouver avec un bloc de foie gras. Vous allez avoir d'un côté tous vos blocs de foie gras, si vous êtes riche, et d'un autre côté votre paquet de gâteaux avec que des gâteaux dedans. Vous n'amusez pas à mélanger. Et bien là c'est pareil. Dans une liste, vous essayez d'avoir toujours des éléments d'un même type. J'ai que des entiers, j'ai que des chaînes de caractères, j'ai que d'autres listes, pourquoi pas, mais je ne fais pas un mélange de tout, même si c'est faisable. Maintenant qu'on s'est déclaré une liste, ce qui va nous intéresser, c'est d'accéder à chaque élément de cette liste comme si c'était une variable à part entière. Pour cela, on va utiliser la notation crochet. On utilisera le nom de notre liste et entre crochets l'indice de l'élément qu'on veut atteindre. Les indices commencent à 0. Donc si j'ai envie d'accéder au premier élément, si ma liste s'appelle L, je ferai L crochet 0 pour accéder à cet élément. L crochet 4 me donnera accès au cinquième élément. 0, 1, 2, 3, 4. Je peux également partir de la fin en utilisant des indices négatifs. L de -1 correspond au dernier élément, L de -2 à l'avant-dernier, L de -3 à l'avant-avant-dernier, etc., etc. Donc ça c'est bien pratique, ça me permet d'obtenir la valeur d'un élément, mais comme si c'était une variable, je peux aussi vouloir modifier cet élément. Eh bien la syntaxe sera la même que si on avait une variable. Je prends mon élément, donc toujours pareil, le nom de ma liste, entre crochets son indice, et je lui attribue une nouvelle valeur avec l'opérateur d'affectation égale. Donc là, si ma liste contient 1, 2, 3, 4, 5, si je fais L entre crochets 0, donc le premier élément de ma liste, et que je le mets à 45, eh bien ma liste correspond maintenant à 45, 2, 3, 4, 5. Pareil, si je fais L crochet 3, le quatrième élément aura la valeur 1. L crochet -1, le dernier élément, avec la valeur 23, et ainsi de suite. Alors il faut faire attention à utiliser des indices valides. Les indices vont de 0 pour le premier élément à taille -1 pour le dernier. Et si vous êtes avec des valeurs négatives, de -1 à moins taille, si on part de la fin. Dans le cas contraire, le programme vous enverra une exception.
Et c'est reparti pour un petit peu de manipulation. Je reviens sur ma console Python, je me crée une liste de 10 éléments qui contiennent donc les valeurs de 1 à 11. Donc ça me fait bien 10 éléments. Voilà. Si j'ai envie d'accéder à la première case, L crochet 0, hop, c'est bien 1. La deuxième, ça va bien me donner la valeur 2 et ainsi de suite. Alors, faites bien la différence entre l'élément et son indice. Donc là, c'est celui qui a l'indice 0, indice 1, indice 2, etc., etc. Si je fais L de moins 1, je vais accéder au dernier élément qui vaut 10. Si maintenant je veux changer ces valeurs, si je veux changer la valeur du premier élément et la mettre à 0, L de 0 pour dire je veux le premier élément, et la valeur que je veux lui associer, 0. Hop, je regarde, maintenant mon premier élément a bien la valeur 0. De la même façon, si à la fin je veux mettre la valeur 42, eh bien je vais à la fin, L de moins 1 est égal à 42. Hop. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait utiliser des indices valides. Donc là, mes indices vont de 0 à 9, vu que j'ai 10 valeurs. Je peux faire L de 9, il n'y a pas de souci, c'est 42. Par contre, si je fais L de 10, je suis en dehors des bornes de mon tableau. Et du coup, on me dit que mon index est en dehors du range possible. Là, je dois aller d'ici, donc de 0 jusqu'à 10. Non compris. Donc faites bien attention à ça, sinon vous avez une index error qui est levée. Voyons maintenant comment manipuler une liste dans sa globalité. La première chose que l'on veut faire souvent, c'est de connaître la taille d'une liste, son nombre d'éléments. Pour cela, on peut utiliser la fonction len. Len prend une liste en paramètres et vous retournera son nombre d'éléments. Donc là, cette liste qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 éléments, si je fais l'affichage de len de cette liste, eh bien j'aurai 7 qui me sera affiché. On peut également vouloir itérer sur chaque élément d'une liste. Et bien pour cela, la boucle for est tout indiquée. Comme on l'a vu précédemment, la boucle for permet d'itérer sur un itérable. Et ça tombe bien, la liste est un itérable. Elle va nous fournir successivement tous ces éléments. Donc si L contient 1, 2, 3, 4, 5, et que je fais for i in L print i, eh bien i va valoir 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, et donc j'afficherai 1, 2, 3, 4, 5. On peut vouloir également savoir si un élément est présent ou non dans une liste. Pour cela, on peut utiliser l'opérateur in. Par exemple, si je veux tester que 4 est dans L, je peux faire if 4 in L. Et dans ces cas-là, je passerai dans ce bloc d'instructions uniquement si 4 est dans L. Dans le cas contraire, je ne passerai pas dedans. Au contraire, je peux vouloir faire quelque chose seulement si un élément n'est pas présent. Par exemple, ici, je veux tester que 5 n'est pas présent dans L, if 5 not in L. Et dans ces cas-là, je passerai dans ce bloc d'instructions uniquement si 5 n'est pas dans ma liste L. Enfin, on peut vouloir tester si une liste est vide. Alors, là, c'est un petit peu particulier. Une liste va être interprétée comme fausse si elle est vide. Autrement, elle sera interprétée comme vraie dès qu'elle contient un élément. Donc, si je fais while L, ça veut dire tant que L contient des éléments. Si je fais if L, ça veut dire je vais passer dans ce bloc d'instructions seulement si L n'est pas vide. Amusons-nous avec les notions que l'on vient de voir. Donc, pour le moment, L vaut ça. C'est quoi sa taille? C'est len de L. Hop, j'ai 10 éléments. Je peux m'amuser à afficher ligne par ligne chaque élément. For i in L, prime de i. Hop. Je peux également m'amuser à tester si certaines valeurs sont présentes. Est-ce que la valeur 10 est présente dans ma liste? Non. Est-ce que la valeur 5 est présente dans ma liste? Oui. Je peux également m'amuser à boucler sur ma liste tant qu'elle n'est pas vide. Alors, je vais utiliser pour cela while L. Je vais afficher L. Et ce que je vais faire, on ne l'a pas encore vu, mais on va y revenir, je retire un élément à chaque tour. Et c'est parti. Et du coup, ça nous affiche notre liste au début. Puis je retire un élément, je retire un élément, je retire un élément. Quand j'ai fini de retirer tous les éléments, c'est vide. Et ma boucle s'arrête. Voilà. Sinon, je pourrais également m'amuser, par exemple, à faire la somme de tous mes éléments.
Donc je reprends une liste, vu que je viens de la vider. Hop, avec, on va dire, les éléments qui vont de 4 à 54 en faisant des sauts de 3, histoire d'être un petit peu original. Voilà. Je veux faire la somme de tous ces éléments. Eh bien, pour le moment, comment je vais faire? Donc, je vais utiliser une variable totale que j'initialise à 0. Et je vais parcourir les éléments de ma liste. Et pour chacun, ben, je vais l'ajouter à mon total. Hop, et voilà, j'ai le total qui vaut 476. On peut utiliser certains opérateurs arithmétiques sur les listes, mais l'opération qui sera faite ne sera pas celle à laquelle vous vous attendez. Si j'utilise la multiplication, ça ne va pas me multiplier chaque élément de ma liste par 4 ici. Non, ce que ça va faire, ça va me la répéter. C'est-à-dire que je vais avoir ici donc ma liste qui contient 1 et 2, répétée 4 fois. Donc j'aurai la liste 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est extrêmement pratique, par exemple, si j'ai besoin d'une liste qui contient 10 éléments, tous initialisés à 0. Dans ces cas-là, je ferai crochet 0, donc une liste qui contient juste 0, mais répétée 10 fois. Donc j'aurai bien une liste de 10 éléments, tous initialisés à 0. Autre exemple, ici, si j'utilise 3,14 entre crochets multiplié par 1000, j'aurai une liste qui contient 1000 fois la valeur 3,14. Quelques exemples sur la répétition. Alors, imaginez, vous avez une jolie liste L qui contient 1, 2, 3, 4, 5. Si j'ai envie d'avoir cette liste-là 3 fois, eh bien, j'ai juste à faire L fois 3. Si j'ai envie d'avoir une liste initialisée avec 10 zéros, eh bien, je fais 0 fois 10. Si j'ai envie d'avoir une liste qui contient true, false, true, false, true, false 10 fois, eh bien je ferai L3 égale true, false fois 10. Tac. Donc vous voyez, c'est extrêmement pratique. Dans la même veine, on peut utiliser l'opérateur plus pour faire ici de la concaténation, c'est-à-dire juxtaposer plusieurs listes en une seule. Ici, par exemple, j'ai la liste 1, 2, 3 plus 4, 5, 6. Eh bien, ça veut dire que je vais avoir en résultat la liste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux m'en servir pour ajouter des choses au début d'une liste. Par exemple, ici, L2 va être le contenu de L auquel je fais précéder la valeur 0. Ou au contraire, pour ajouter des éléments à la fin d'une liste. Par exemple, si je fais L2 plus égal entre crochets 7, ben L2 sera le contenu actuel de L2 plus 7. Alors attention, cela ne marche que si vous avez une liste à gauche et à droite du signe plus. Vous ne pouvez pas faire directement plus 7, mais il faut bien que ce soit une liste qui contient 7. Quelques exemples pour la concaténation. Donc j'ai ma liste L qui contient 1, 2, 3, 4, 5. Si j'ai envie de faire précéder ça par un 0, eh bien je peux faire L est égal à crochet 0 plus L. Hop. De la même façon, si j'ai envie de rajouter à la suite 6, 7, 8, ben je peux faire L plus égal 6, 7, 8. Hop. Par contre, faites attention, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que à gauche et à droite du plus, ce soit des listes. Je ne peux pas faire L plus égal 9, par exemple. Là, il me dit, je ne suis pas dans la capacité d'ajouter 9 à la suite de ma liste. Par contre, je peux le faire avec d'autres itérables. Je peux le faire L plus égal range de 9 à 12 par exemple. Hop, là ça marchera. Le type list est fourni avec toute une panoplie de fonctions qui lui sont rattachées. Alors, quand des fonctions sont rattachées à un type, on ne parle pas de fonctions mais de méthodes. Des méthodes, comme je viens de le dire, sont justement des fonctions qui sont rattachées, qui sont incluses dans un type. La syntaxe est un petit peu particulière elle aussi. Regardez, ici par exemple, j'ai une liste 1, 2, 3 qui s'appelle L. Si je veux ajouter dessus la valeur 4, je vais utiliser ma méthode append, et pour cela je vais faire L.append de 4. Ça veut dire, je vais utiliser la méthode append sur L avec la valeur 4. Dans la même veine, j'ai extend comme méthode, qui permet d'ajouter à notre liste, à la fin, tous les éléments d'un itérable.
Donc là, par exemple, j'ai ma liste qui vaut 1, 2, 3. Si je fais L.extend de high, eh bien je vais rajouter les éléments de high, donc H, I et point d'exclamation, à la suite de ma liste. Si ensuite je fais L.extend de range 3, je vais ajouter donc à la suite de ma liste 0, 1 et 2. Je peux également insérer à une position précise des éléments. Pour cela, j'ai la méthode insert. Elle prend deux paramètres, la position à laquelle je veux insérer et la valeur que je souhaite insérer. Comment ça marche donc? Regardez, là j'ai encore L qui vaut 1, 2, 3. Si je fais insert 1, 10 sur L, je vais me positionner en 1, là où il y a pour le moment la valeur 2. Je vais décaler tout ça et y insérer la valeur 10. Donc j'aurai 1, 10, 2, 3. Si maintenant je fais un insert 0, 12 sur L, et bien là, je vais décaler tout ce qui est à partir de l'indice 0 et insérer 12 à cette valeur-là, à cette position-là. Si je mets un indice plus grand que la taille de ma liste, ça va l'insérer à la fin. C'est le cas ici quand je fais insert 10.0 sur L. Ma liste ne contenant à ce moment-là que 5 éléments, j'insère 0 à la fin de ma liste. Je peux vouloir au contraire supprimer des éléments. Je peux supprimer soit l'élément à une position précise, dans ces cas-là je vais utiliser pop, donc elle va prendre en paramètre la position de l'élément à supprimer, donc si je fais pop 1, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai en 1? J'ai l'élément 2, donc ma liste contiendra plus que 1, 3, 4, 5, 6. Si je fais pop de 0, eh bien là, à ce moment-là, j'ai l'élément 1, donc j'aurai plus que 3, 4, 5, 6. Si je ne mets pas de paramètres, je vais supprimer le dernier élément. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'exemple avec la while list. Je peux également vouloir supprimer une valeur donnée. Si j'ai envie de supprimer par exemple la valeur 5, je vais utiliser remove dans ce cas-là. Il faut faire attention, il faut que l'élément existe. Si l'élément n'est pas présent dans ma liste, ça me lèvera une exception. Enfin, je peux m'amuser à trier ma liste. Pour cela, je n'ai qu'à utiliser la méthode sort. Amusons-nous avec ces méthodes. Alors, si j'ai une liste qui contient 1, 2, 3, et que je veux lui ajouter à la suite 4, eh bien j'ai juste à faire l.append de 4. Ma liste contient 1, 2, 3, 4. Si maintenant je veux rajouter 5, 6, 7, 8, ben, je vais plutôt utiliser extend avec un range. Extend avec un range qui contient donc 5, 6, 7, 8, donc ça s'arrête avant 9. Hop, c'est cool. Si maintenant je veux insérer en troisième position un X, eh bien je vais faire L.insert de X, mais en troisième position. Position et l'élément inséré. Hop, 0, 1, 2, 3, j'ai inséré X. Ouais, mais j'ai dit tout à l'heure que c'était pas bien de mélanger des entiers avec des strings. Eh bien, supprimons ce X. Deux façons de faire. Soit je fais un point remove, et dans ces cas-là, je dis c'est la valeur X que je veux supprimer. Hop, ça marche. Sinon, j'aurais pu le faire également par position. Donc je sais que je l'ai inséré à la troisième position, et bien j'ai juste à faire un L.pop à la position 3. Hop. Qu'est-ce que je peux faire également? Je peux m'amuser à trier mes éléments. Alors là, ils sont déjà triés, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter à la fin des valeurs négatives, par exemple. Donc je vais faire un range. Je vais aller de moins 5 à moins 15 en faisant des sauts de moins 2. Voilà. Donc là, ce n'est plus trié. Et bien si je fais L.sort, et bien ça m'a trié toutes mes valeurs. Je finis cette vidéo avec quelques petites fonctions bien pratiques quand on manipule des ensembles de valeurs. Sum, qui permet de faire la somme des éléments de votre liste. Min, qui permet de calculer le minimum des valeurs d'une liste. Et max, qui comme son nom l'indique, vous retourne le maximum des éléments d'une liste. Donc ça peut servir, typiquement, tout à l'heure quand je vous faisais la moyenne, je m'étais pris la tête à le faire avec une boucle for. Mais en fait, si j'ai ma liste qui contient tout ça, si j'ai envie de faire la moyenne, j'ai juste à faire somme de L, 32,
divisé par la taille de L. Et voilà, là, la moyenne de mes éléments, c'est 6.4. Si je veux connaître donc la liste, alors on va se reprendre encore une liste un petit peu plus grande. Moins 24 jusqu'à 45 en faisant des sauts de 4, par exemple. Voilà, magnifique. Donc là, bah, on connaît le maximum et le minimum, mais bon, hein, pour être sûr, le minimum c'est bien 24, le maximum c'est bien 44. Tac, donc c'est vachement pratique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. D'ici la prochaine, portez-vous bien et à bientôt.